Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va s'intéresser en fait aux transformés de Fourier de fonctions. On avait vu dans le chapitre précédent qu'à une fonction qui était périodique, on pouvait associer une suite de coefficients appelée série de Fourier. Et aujourd'hui, on ne va pas faire cette hypothèse, on ne va pas supposer que notre fonction est périodique. Par contre, on va supposer qu'elle est soit L1, donc intégrable, soit carré intégrable, donc L2. Et à une fonction L1 ou une fonction L2, on va associer une autre fonction appelée transformée de Fourier. Eh bien, si vous êtes prêts, on va diminuer donc la taille de l'image pour pouvoir circuler à travers les transparents. Et on va arriver ici, sur ce transparent, où je vous ai caché un petit peu la photo du mathématicien qui va être mise en exergue un petit peu dans ce chapitre. Donc il s'agit vous l'avez deviné, de Fourier. Quel est le prénom de Fourier? Est-ce que c'est Charles? Est-ce que c'est Joseph? Ce n'est pas Charles. Charles Fourier est un philosophe. C'est aussi, il a donné le nom à la rue où se trouve Télécom Sud Paris. Charles Fourier est un philosophe et Joseph Fourier, par contre, est un mathématicien et un physicien. Joseph Fourier, il est né en combien 1700, je ne sais plus combien, en tout cas décédé en 1830. Et il a connu la période napoléonienne, il a été amené par Napoléon en Égypte et il a été préfet vers Grenoble pendant un certain temps. Donc il est passé à travers des climats assez différents et il souffrait de rhumatisme, ce qui fait qu'il a beaucoup travaillé sur l'équation de la chaleur. Donc on le connaît pour beaucoup de travaux, à la fois en mathématiques et en physique. Et aujourd'hui, on va s'intéresser donc à quelque chose qui porte son nom, qui est la transformée donc de Fourier. Alors, pour ce cours, nous avons quatre petites sections. On va d'abord s'intéresser aux transformées de Fourier dans L1, puis un certain nombre de propriétés de cette transformée de Fourier. Ensuite, nous étendrons la transformée de Fourier à des fonctions de L2 et nous parlerons aussi de comment la transformée de Fourier va travailler avec le produit de convolution. Donc, un produit de convolution de transformée de Fourier, qu'est-ce que ça nous donne et qu'est-ce que c'est que la transformée de Fourier d'un produit de convolution. Donc on va essayer de répondre un petit peu à toutes ces questions en définissant bien sûr le produit de convolution. Ne vous attendez pas à ce que ce soit quelque chose de déjà connu. Le produit de convolution, on va le définir en fait dans ce chapitre. Bien, jusqu'à présent, juste un petit retour rapide sur les espaces fonctionnels que nous avions considérés. Donc on a L1 qu'on a défini comme étant l'ensemble des fonctions f pour lesquelles l'intégrale de la valeur absolue de f dx est inférieure à l'infini. On a vu que c'était un espace de Banach, espace vectoriel normé complet, et que si vous regardez L2, cette fois-ci non pas les fonctions intégrables mais carré intégrables, alors en plus la norme pouvait être issue d'un produit scalaire et que du coup notre espace de Banach devient un espace de Hilbert. Enfin, nous avons vu les fonctions qui étaient essentiellement bornées, pour lesquelles le sup de valeur absolue de f de x était inférieur à l'infini presque partout, pas partout, mais presque partout. Donc ça, c'est le fait d'être essentiellement borné. Et pour le coup, sur cet espace-là, on pouvait le munir d'une norme qui rendait en fait l'espace de Banach, c'est-à-dire espace vectoriel normé complet. Alors évidemment, on aurait pu définir L1 et L2 par rapport à une mesure dx qui n'est pas nécessairement la mesure de Lebesgue, mais dans le cadre de ce cours, on ne s'intéressera qu'à une mesure de domination qui est une mesure de Lebesgue. D'accord ? Donc c'est à ce niveau-là en fait où on avait décidé d'utiliser une mesure qui était la mesure de Lebesgue. Ici, la mesure est un petit peu cachée parce que quand on dit presque partout, c'est par rapport à une certaine mesure aussi qui est considérée ici comme la mesure de Lebesgue. Donc ce que je vous disais en introduction, c'est que pour des fonctions périodiques, on avait associé une série de coefficients
qui étaient les coefficients de Fourier. Maintenant, on va regarder autre chose, on ne va pas regarder des fonctions périodiques, donc on va regarder des fonctions qui sont intégrables ou carré intégrables, L1 ou L2, et auquel cas on va obtenir une correspondance avec une fonction dite transformée de Fourier, et cette transformée de Fourier va être bornée dans le cadre de fonctions L1, et pour des cadres de fonctions L2, lorsqu'on opère notre transformation, on récupère une fonction qui n'est pas nécessairement bornée, mais qui est par contre elle-même dans L2. Donc on a en fait une opération, l'opération transformée de Fourier, qui en fait passe de L1 aux fonctions L infini, même bornées, même pas nécessairement essentiellement bornées, mais bornées. Et par contre, quand je prends une fonction qui est L2, notre transformée de Fourier va rester dans les fonctions L2. Bien, ça c'est une brève introduction aux transformées de Fourier. Donc passons aux choses sérieuses, passons à la définition d'une transformée de Fourier. On prend donc une fonction f qui va être à valeur réelle ou complexe. Et ce qu'on appelle transformée de Fourier, c'est la chose suivante. Donc on a une notion qui est définie pour tout nu dans R. On va considérer l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de f de x exponentielle de moins 2i nu x dx. Donc il faut voir qu'ici on intègre par rapport à un x qui est réel, que notre fonction a priori donc elle est soit à valeur réelle soit à valeur complexe. Mettons que f soit à valeur réelle. Si f est à valeur réelle, on multiplie quand même par quelque chose de complexe qui est une exponentielle de moins 2i pi nu x. Et donc on peut récupérer une fonction f tilde qui va être à valeur a priori complexe. D'accord ? Donc le côté tilde va, dans ce cadre de ce cours, désigner une transformée de Fourier, et de temps en temps, on aura besoin plutôt d'utiliser une notation complètement équivalente, mais qui met un peu plus l'accent sur c'est la transformée de Fourier de qui. Donc là, on a f comme Fourier entre crochets petit f, ou bien on a une notation aussi f tilde de nu, c'est la transformée de Fourier donc de f. Et là, on met des variables muettes qui sont nu et x, parce que vous allez voir que ça va nous permettre de décrire un peu plus simplement les formules. C'est-à-dire que ici, par exemple, on a la transformée de Fourier de f simplement, mais si vous voulez regarder la transformée de Fourier de x fois f de x, eh bien, plutôt que de dire x fois f de x, eh bien, si on met notre variable muette, ici, on va pouvoir, avec un petit abus de notation évidemment, l'écrire simplement. Si on veut définir une transformée de Fourier conjuguée, c'est possible. Il suffit simplement de prendre exponentielle de plus au lieu de exponentielle de moins, et on fait le même type d'intégrale. Bien. Une première propriété, c'est que si on a une fonction qui est L1, alors f tilde est une fonction qui est parfaitement définie, et en plus, elle va vérifier trois propriétés intéressantes. D'une part, elle est continue, donc ça on le voit ici. Elle est bornée, et enfin sa borne, c'est-à-dire le sup de f tilde de x pour tout x appartenant à R, est inférieur en fait à la norme 1 de f. Donc on va voir la preuve de ça parce qu'elle est très simple. Donc f tilde, est-ce que d'abord f tilde est bien une intégrale qui est définie? Eh bien, si vous prenez l'intégrale, si vous regardez, vous avez une intégrale d'une certaine quantité, si vous prenez le module de votre quantité, c'est un module qui est simplement f de x. Donc, en fait, l'intégrale du module, c'est l'intégrale de f de x dx. D'accord ? dont on sait que de toute façon, c'est inférieur à l'infini. Donc notre fonction est intégrable, donc f tilde existe bien. Pour avoir la continuité, qui est la première propriété qu'on regarde sur f tilde, il nous suffit en fait d'utiliser un théorème de continuité sous le signe intégral. Donc là, on réfère à des théorèmes qu'on a vus dans le chapitre 1,
où il s'agit en fait d'utiliser quelque chose qui ressemble à la convergence dominée, donc une domination de ce qu'on a sous l'intégrale par quelque chose qui ne dépend pas de nu et qui est intégrable, et une convergence, donc pour tout x fixé, une convergence de cette quantité-là lorsque nu tend vers une certaine valeur qui est nu 0. Et on a effectivement la convergence de ça, même si f n'est pas nécessairement une fonction continue, comme on s'intéresse en fait à la convergence lorsque x est fixé et lorsque nu tend vers nu 0, eh bien notre dépendance en nu, elle est ici pour l'exponentielle, et l'exponentielle par contre étant continue, eh bien on a cette convergence assez aisément. Eh bien les points 1 et 2 étant vérifiés, on peut appliquer le théorème de continuité sous le signe somme, et cette fois-ci c'est dans le chapitre 2 que nous avons vu que ça implique que notre fonction f tilde est continue. Pour la bornitude et la borne qu'on obtient qui était la norme de f1, eh bien, la norme 1 de f, eh bien là ça va être de nouveau très simple. On a donc le module de f tilde. Je dis module et non pas valeur absolue, hein, c'est parce que a priori f tilde est à valeur complexe. Donc le module de f tilde, c'est le module d'une intégrale. Donc on va majorer par l'intégrale du module. Et pour le coup, comme le module, comme là on a un nombre complexe qui est de module 1, eh bien il ne nous reste plus que l'intégrale de la valeur absolue de f. Si f par exemple est à valeur réelle. Et du coup, on a une écriture qui est exactement la norme 1 de f. D'accord ? Donc c'est bon, on a prouvé à la fois que c'est borné, que la borne en fait est la norme 1 de f. Maintenant on peut s'intéresser à l'opération transformée de Fourier, c'est-à-dire une opération qui a une certaine fonction associée à une autre fonction et regarder les propriétés de cette fonction-là. Donc cette opération transformée de Fourier va donc de L1 vers L infini, les fonctions qui sont intégrables vers les fonctions qui sont bornées. Et en tant que fonction, c'est ce qu'on appelle un opérateur linéaire et continu. C'est-à-dire que linéaire, ça veut dire simplement que la transformée de Fourier d'une combinaison linéaire et la combinaison linéaire des transformées de Fourier. Donc ça, c'est très simple, ça vient de la linéarité de l'intégrale. Et la continuité, alors il faut faire un petit peu attention à la continuité, parce que ici, c'est une continuité pour des transformations, pour des fonctions qui partent d'un espace de dimension pas nécessairement finie. D'accord ? On part de L1, donc ce n'est pas un espace de dimension finie, et on arrive dans L infini, donc pas un espace de dimension finie. Quand on est en dimension finie, toutes les normes sont équivalentes, ce n'est pas le cas en dimension infinie. Donc, du coup, on doit préciser quelle norme on utilise sur l'espace de départ et quelle norme on utilise sur l'espace d'arrivée. Qu'est-ce qu'on veut dire, par exemple, qu'on a une continuité au sens de quelle norme sur l'espace de départ? Comme on est dans L1, eh bien la norme qu'on va choisir, c'est la norme L1. Donc par exemple, ici, ce que j'écris, c'est que la suite f indice n, c'est une suite d'éléments de L1 qui tend vers 0, au sens de la norme L1. D'accord ? Donc si par exemple f indice n tend vers 0, au sens de L1, la question c'est est-ce que f tilde n, la transformée de Fourier, tend vers 0, donc j'enlève ça, au sens de L infini. L infini, donc c'est-à-dire qu'on va en fait prendre tout simplement la norme sup parce que c'est la norme qui est associée à L infini, et regarder si la norme sup de f indice n tilde tend vers 0. D'accord ? Donc c'est bien cette propriété-là qu'on doit vérifier si on veut effectivement prouver que notre transformée de Fourier est continue. Donc ça, c'est des hypothèses. Vous verrez un petit peu la preuve. On ne fera pas la preuve pendant la vidéo, mais vous pouvez voir la preuve qui est
qui est faite parfaitement dans le polycopier. Alors, un petit exemple un peu phare, très important en physique, la porte. Donc la porte, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on appelle la fonction porte? C'est une fonction qui est tout simplement l'indicatrice de x. Donc c'est écrit ici. C'est l'indicatrice entre moins 1,5 et 1,5 de petit x. D'accord? Ce qu'on appelle pi de x. Alors si on regarde sa transformée de Fourier, hein, on fait le petit calcul, donc on prend pi de x exponentielle de moins 2 i pi nu x et on intègre entre moins l'infini et plus l'infini. Donc on obtient donc cette chose-là, puisqu'on a simplement l'indicatrice entre moins 1,5 et plus 1,5. Donc du coup, on obtient deux situations, soit nu et nul, et dans ce cas-là j'intègre simplement 1 entre moins 1,5 et plus 1,5, ça me donne 1. Soit nu et non nul, et dans ce cas-là, j'ai une primitive de cette quantité qui est celle-là, et en prenant la valeur en 1,5 et en retirant la valeur en moins 1,5, j'obtiens ce qu'on appelle sinus pi nu sur pi nu, et la fonction que j'obtiens qui en résulte, c'est ce qu'on appelle un sinus cardinal. Donc c'est pas que ça le sinus cardinal. Souvent les élèves me disent ça, on repère que c'est le sinus cardinal. Certes, mais le sinus cardinal a été introduit pour éviter de distinguer le cas nu différent de 0 et nu égal à 0. Et donc c'est la résultante qui est notre sinus cardinal. C'est-à-dire sinus cardinal de x, c'est sinus x sur x lorsque x est différent de 0, et 1 lorsque x égale 0. C'est ça qu'on appelle le sinus cardinal. Donc quand on prend la transformée de Fourier de la fonction porte, on vient de voir comme premier exemple que c'est bien le sinus cardinal. Là, on peut regarder la transformée de Fourier d'une exponentielle de moins pi x2. Donc là, on fait donc je prends cette fonction et je multiplie par exponentielle moins 2i pi nu x. Il y a une réécriture de ça sous cette forme. Et auquel cas, après calcul, on obtient racine de pi exponentielle de moins pi nu au carré. C'est-à-dire qu'à une constante près qui est celle-ci, on était parti d'une fonction qui était exponentielle de moins x2, une constante pi près, et on récupère un même type de fonction. D'accord ? Donc ça, c'est aussi un autre exemple qui est important pour la suite. Et en fait, on se rend compte pour les deux, que ce soit pour le sinus cardinal ou l'exponentielle de moins pi x carré, c'est que la transformée de Fourier elle tend vers 0 en plus l'infini. Et bien ça, c'est un résultat général, appelé lemme de Riemann-Lebesgue, qui est un petit peu compliqué dans la preuve, et que nous n'allons pas prouver pour le coup, mais que nous allons citer et utiliser. Donc ça, c'est le lemme de Riemann-Lebesgue, qui nous dit que lorsque j'ai une fonction qui est L1, d'accord, donc une fonction intégrable, eh bien sa transformée de Fourier tend vers 0 lorsque nu tend vers l'infini. Donc nu tend vers l'infini, c'est le module, la valeur absolue de nu qui tend vers plus l'infini. Que nu aille vers plus l'infini ou nu aille vers moins l'infini. D'accord ? Donc voilà. Au final, ce qu'on a vu, c'est que notre transformée de Fourier, elle est d'une part continue, bornée, et en plus, grâce au théorème de Riemann-Lebesgue, elle tend vers 0 en plus l'infini. Ça, c'est un petit résumé. Le deuxième résumé, c'est que l'application qui a f associée à la transformée de Fourier, c'est un opérateur qui est linéaire et continue de L1 vers L infini. Alors, maintenant, on a une série de petites propositions qui est est-ce qu'on peut inverser la transformée de Fourier? C'est-à-dire, comment récupérer, à partir de la transformée de Fourier, la fonction de départ? Donc, la réponse est oui, dans certains cas, c'est-à-dire qu'on va avoir 3 théorèmes d'inversion de la transformée de Fourier. Il va falloir connaître ces théorèmes, connaître leurs différences, connaître les hypothèses de ces théorèmes. D'accord ? Donc c'est assez simple quand même dans les hypothèses, il n'y en a pas 10 000. Le premier théorème d'inversion dans L1,
de la transformée de Fourier, c'est celui-là. On suppose que notre transformée de Fourier, que f, d'une part, est dans L1, et que notre transformée de Fourier de f est aussi dans L1. Ça, c'était pas assez évident. On sait que la transformée de Fourier de f, elle tend vers 0, elle est bornée. On ne sait pas si elle est dans L1. Elle n'est pas toujours dans L1. Eh bien, si vous arrivez à montrer que sa transformée de Fourier, en fait, est dans L1, à ce moment-là, si vous prenez la transformée de Fourier conjuguée de la transformée de Fourier de f, on obtient la fonction de départ en tout point où notre fonction f est continue. Donc en tout point x où f de x est la limite de f de y lorsque y tend vers x. D'accord ? Si par exemple votre fonction est continue sur grand R, eh bien cette égalité elle a lieu pour tout x appartenant à grand R, puisque tous les points de R sont des points de continuité pour f. Donc là, c'est notre théorème d'inversion. Le problème de ce premier théorème, c'est qu'il faut vérifier l'hypothèse sur f, d'accord, très bien, mais aussi sur f tilde. Donc ça veut dire quelque part calculer f tilde, et une fois que f tilde est calculé, vérifier si elle est dans L1. Eh bien, on peut éviter d'avoir à faire ça avec cette proposition. Cette proposition nous dit que si notre fonction f est de classe C2, ce qu'on n'avait pas dans, dans le premier théorème d'inversion, si notre fonction f est de classe C2, si vous avez f, f', f seconde qui sont intégrables, alors f tilde, notre transformée de Fourier, est aussi dans L1. Pour le coup, du coup, on a f qui est dans L1, f tilde qui est dans L1, donc on peut appliquer le théorème précédent. Si on applique le théorème précédent, on a que la transformée de Fourier conjuguée de la transformée de Fourier de f, c'est f en tout point de continuité, mais comme f est de classe C2, c'est plus qu'en tout point de continuité, c'est pour tout x appartenant à R, et donc on a l'égalité fonctionnelle, qui est la transformée de Fourier conjuguée de f, tilde, est égale à f. D'accord ? Donc cette proposition nous donne des conditions suffisantes, ce n'est pas des conditions nécessaires suffisantes, des conditions suffisantes pour vérifier que f tilde est dans L1. Et donc, si vous avez une fonction qui est de classe C2, que vous arrivez à calculer f' et f seconde et que vous pouvez vérifier que f, f', f seconde sont intégrables, on a f tilde qui est dans L1 et pour le coup, notre théorème d'inversion précédent peut s'appliquer. Donc cette proposition est, on va dire pour nous, notre deuxième théorème d'inversion. Et enfin, notre troisième théorème d'inversion, c'est le suivant, c'est-à-dire si on n'a pas d'hypothèse sur f seconde, si on a simplement une fonction qui est C1, et on ne lui demande même pas d'être vraiment C1 partout, on lui demande d'être C1 par morceau, d'accord ? Avec une limite à gauche et à droite de notre fonction en ces points éventuels de discontinuité. Et on va supposer que f et f', donc en dehors des points de discontinuité, f' est calculable, donc en dehors de certains points f' est calculable, et on va supposer que f et f' sont des fonctions qui sont intégrables. F intégrable avec f C1, sauf en un nombre fini de points de continuité, eh bien, on peut inverser la transformée de Fourier, et cette fois-ci, on n'a pas l'écriture l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f tilde exponentielle de plus, c'est-à-dire on n'a pas l'écriture véritablement rigoureuse de la transformée de Fourier conjuguée de la transformée de Fourier, mais on a une limite lorsque R tend vers l'infini. C'est-à-dire qu'on peut définir cette limite, on peut dire que cette limite elle existe, même si l'intégrale n'existe pas nécessairement. D'accord ? Parce qu'on ne sait pas si, pour que l'intégrale, je vous rappelle que dans le cadre de ce cours, pour que l'intégrale, pour définir l'intégrale de f, on a besoin de, donc par hypothèse, qu'est-ce que c'est que l'intégrale de f ? On a pu définir cette intégrale-là à partir du moment où on a besoin, où on a défini que l'intégrale de la valeur absolue est inférieure à l'infini. D'accord ? Je vous rappelle que l'intégrale de f, du coup, par définition, c'est l'intégrale de la partie positive moins l'intégrale de la partie négative. Ça, c'est pour des fonctions
à valeur réelle. Pour des fonctions à valeur complexe, il faut faire la même chose avec la partie réelle et la partie imaginaire. Bien, donc à gauche, on n'a pas tout à fait l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Et à droite, on n'a pas tout à fait récupéré f de x. On a f de x seulement si x est un point de continuité. Et si ce n'est pas un point de continuité, eh bien, on a la demi-somme de la limite à gauche et la limite à droite. Donc en fait, finalement, la moyenne, donc c'est une sorte de régularisé, hein, c'est la moyenne de la limite à gauche et la limite à droite. D'accord ? Donc cette écriture-là, par un abus de notation, on note encore que c'est f bar de f tilde de x, de f tilde. Abus de notation parce que normalement pour f bar, il faut l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini et non pas une limite d'intégrale entre moins r et plus r. Donc, ok, donc ça, c'est fait. Et on va s'intéresser à un certain nombre de nos propriétés. Donc ça, c'est simplement des propriétés qu'il faut repérer dans le polycopier, que vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur. Et il faut savoir simplement que comment ça se démontre. L'idée de base, c'est de faire des changements de variables très simples. D'accord ? Qu'est-ce que c'est maintenant ? Grosso modo, donc, encore une fois, ces formules sont compliquées, ne les retenons pas par cœur. Il faut retenir simplement l'essence de ces formules. Donc la transformée de Fourier conjuguée, la transformée de Fourier de la conjuguée de f, c'est la conjuguée de la transformée de Fourier pris en moins nu. Donc ça, c'est la première formule lorsqu'on a une fonction ici qui est une fonction à valeur complexe. Hein. Ici, ce qu'on retient en fait, c'est une translation se traduit par transformée de Fourier en la multiplication de notre transformée de Fourier par une fonction trigonométrique. Translation implique multiplication par fonction trigonométrique. Réciproquement, si on multiplie par une fonction trigonométrique comme ici, on obtient finalement une translation de notre transformée de Fourier. D'accord ? Donc c'est ça un petit peu, quand je dis il faut retenir un petit peu l'essence, c'est moyennant quelques petits facteurs, etc. Translation implique multiplication par fonction trigonométrique et réciproquement. D'accord ? Et voilà, donc ça par exemple, c'est une preuve qui viendra typiquement d'un changement de variable. D'accord ? Là, les propriétés, c'est que si f est pair, la transformée de Fourier est paire. Si f est impair, la transformée de Fourier est impaire. Si f est réelle, la transformée de Fourier est hermitienne. Hermitienne voulant dire que g de moins x, c'est g bar de x. Je vous rappelle que notre transformée de Fourier est a priori une fonction à valeur complexe. Donc, effectivement, on a cette notion d'être hermitienne qui est définie, et imaginaire, c'est anti-hermitienne, c'est-à-dire g de moins x, c'est moins g bar de x. Okay ? Là, de nouveau, retenons l'essence de ces formules. Donc il y a certaines hypothèses qu'il faut vérifier si vous voulez appliquer ces formules. Les hypothèses, c'est que à la fois f est dans L1, mais aussi x fois f de x est dans L1, x2 fois f de x jusqu'à xn fois f de x doit être dans L1. Et si tel est le cas, alors la transformée de Fourier est n fois dérivable, et en fait on a une formule pour dériver n fois la transformée de Fourier. Quand on dérive n fois la transformée de Fourier, ça revient à prendre la transformée de Fourier d'une fonction qu'on a multipliée par un monôme qui est x puissance k avec un facteur moins 2i pi devant. Donc moins 2i pi x, le tout à la puissance k, f de x, si je prends sa transformée de Fourier, ça devient la dérivée kème de notre transformée de Fourier. Donc là, on a multiplication par un monôme conduit à dérivation, donc monôme d'ordre k, conduit à dérivation d'ordre k de notre transformée de Fourier. Réciproquement, dérivation d'ordre m de notre transformée de Fourier, de notre fonction de départ. Quand je prends sa transformée de Fourier, ça revient à multiplication par un monôme d'ordre m. D'accord ?
là il y a un moins, là il y a un plus. Donc il y a des petites subtilités, c'est pour ça qu'on ne retenait pas par cœur ces formules. Mais simplement, grosso modo, on a allumé le nouveau warning suivant, c'est-à-dire que si vous multipliez une fonction f par un monôme d'ordre k, vous récupérez derrière la dérivée km de la transformée de Fourier de f. Et réciproquement, si vous prenez la transformée de Fourier de la dérivée mim de f, eh bien vous récupérez la transformée de Fourier de f multipliée par un monôme d'ordre m. Et là, on a des hypothèses, hein, donc c'est pas automatique, c'est pas tout le temps vérifié. Il faut vérifier que ces hypothèses en fait sont réalisées pour la fonction que vous aurez sur laquelle vous aurez à travailler. Et voilà, d'accord. Alors, on va juste faire une preuve, simplement, pas toutes les preuves, hein, mais simplement faire une preuve. Regardez simplement cette propriété-là et regardez pour k égale 1. Donc regardez simplement qu'est-ce que c'est que f tilde prime de x. Est-ce que f tilde prime de x est la transformée de Fourier exponentielle moins 2i x fois f de x. Donc là, c'est simplement, on a f tilde qui, par définition, s'écrit comme celle-là, comme ça. Et donc, il va falloir dériver par rapport à nu. Donc, c'est une dérivation sous le signe intégral. Donc, comme je vous l'ai dit, tout ça vient au fond d'un théorème de convergence dominée. Mais on va appliquer un des théorèmes du chapitre 2 sur la dérivation sous le signe intégral, où il s'agit en fait de regarder la dérivée partielle par rapport à nu et de majorer par quelque chose qui ne dépend pas de nu et qui est intégrable. Donc quand je majore, j'obtiens en fait cette quantité qui fait apparaître du xf de x. Le fait que xf de x soit intégrable, en fait, c'est donné par cette hypothèse-là. Donc c'est bien en fait d'avoir fait cette preuve pour essayer de se rappeler pourquoi est-ce que on a ces hypothèses-là. Et de plus, on a quelque chose, ça c'est la continuité. Ici, on a une majoration et continuité, donc on va avoir convergence dominée. Et ça va nous permettre de dériver sous le signe intégral. Et quand on dérive sous le signe intégral, on obtient effectivement cette quantité-là. D'accord ? Parce que quand je dérive ça par rapport à nu, il va y avoir moins 2i pi x qui va sortir et qui va descendre. Donc du coup, on voit tout de suite apparaître la transformée de Fourier de la fonction f de x auquel on a multiplié par ce monôme-là. Et si on dérive plusieurs fois, eh bien, à chaque fois, ce qui va descendre, c'est moins 2i pi x à la puissance k. Si vous dérivez à la puissance k, ben, c'est ça qui va descendre, parce qu'on a dérivé k fois une exponentielle. Et là, pareil, si on dérive k fois une exponentielle là, eh bien, il va y avoir la majoration par 2pi x, le tout à la puissance k. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est que x puissance k, f de x, soit intégrable. D'accord ? Donc, voilà. Et puis, si vous avez à regarder la preuve pour l'autre cas, pour l'autre proposition, on regarde la transformée de Fourier de la dérivée de f. Donc, on prend la transformée de Fourier de f'. Et bien là, c'est une intégration par partie. Et évidemment, on a posé u' est égal à f'. V est égal à exponentielle moins 2i pi nu x. On fait notre intégration par partie. Et on se rend compte que le terme entre crochets, on peut montrer que ce terme entre crochets est nul. Et donc, il ne nous reste plus que l'intégrale de f. Et là, ça vient en fait du fait que quand on fait notre intégration par partie, on a dérivé v. Et donc, quand on dérive v, il y a le 2i pi nu qui sort. En fait, en réalité, il y a un moins. Mais comme dans l'intégration partie, il y a aussi un moins. Par partie, il y a aussi un moins. Donc finalement, ça devient un plus. Voilà. Donc, ça, c'est 2i pi nu, f tilde de nu, puisque en fait, on a une quantité qui peut sortir de l'intégrale puisqu'elle ne dépend pas de x. Et on a finalement exactement notre formule. Maintenant,
une conséquence de ça, c'est que si vous avez une fonction qui a support borné, en fait, du coup, x puissance k f de x, c'est quelque chose qui va être nul lorsque x est en dehors du support. Le support, c'est l'adhérence des x pour lequel f de x est strictement différent de 0. D'accord ? Donc, en dehors du support, on a f qui vaut 0. Et du coup, xf de x va être nul en dehors d'un borné, et donc ça va être intégrable. Et pour le coup, si c'est intégrable, ça veut dire que ça se transforme en Fourier. En fait, si c'est intégrable quel que soit k, ça veut dire que ça se transforme en Fourier. On peut la dériver un nombre infini de fois. Donc il y a un lien entre la régularité de f, plus f est régulière, plus la fonction... la régularité de f, c'est est-ce que f est dérivable une fois, deux fois, n fois, et la rapidité de décroissance de f tilde, c'est-à-dire multiplié par x puissance k, est-ce que c'est intégrable, d'accord ? Réciproquement, si on a quelque chose qui de l'information sur la décroissance de f, donc x puissance k fois f, est-ce que c'est intégrable ou pas ? On a de l'information sur la régularité de f tilde, donc est-ce que c'est dérivable ? Alors maintenant, on va passer à la transformée de Fourier de fonction L2, et là, pour le coup, on arrive à montrer que pour presque tout nu dans R, si on a une fonction L2, pour presque tout nu dans R, il existe une sous-suite Rn telle que cette intégrale existe. À ce moment-là, on appelle cette limite, pour une certaine sous-suite Rn, de nouveau f tilde. Bien sûr, c'est pas exactement comme ça. Ça, c'est vraiment pour faire le lien le plus proche avec la transformée de Fourier telle qu'on l'a vu dans L1, mais c'est pas comme ça qu'on va le définir. Là, je vais faire maintenant la construction propre des transformées de Fourier dans L2, celle qui est faite dans les livres, mais là, simplement, la petite remarque, c'est qu'en fait, ça correspond à ça, en fait. Que la transformée de Fourier de f, en fait, correspond à une limite pour une certaine sous-suite de Rn, de f de x exponentiellement 2 pi nu x. Donc, évidemment, si je prends une fonction qui est à la fois dans L1 et dans L2, eh bien, les deux transformées de Fourier, la transformée de Fourier qu'on calcule par la section précédente avec L1, ou la transformée qu'on calcule par cette section-là, ça donne la même chose. D'accord ? Donc, comment on va faire ? En fait, on va construire un espace qu'on appelle S. C'est S comme Schwarz, comme Laurent Schwarz. Donc, cet espace S va constituer un sous-espace vectoriel de L2 qui est dense. D'accord ? Et sur S, on va être capable de construire une transformée de Fourier. Et cette application qui a f associe sa transformée de Fourier sur S est ce qu'on appelle une isométrie. L'isométrie, ça veut dire qu'en fait, ça conserve le produit scalaire. Le produit scalaire entre f et g. Donc on a une structure de produit scalaire. Le produit scalaire entre f et g, c'est le produit scalaire de l'image de f, entre l'image de f, qui est f tilde, et l'image de g, qui est g tilde. D'accord ? Donc, si on a une isométrie sur S et qu'on sait que S est dense, on va pouvoir étendre, par un théorème d'extension d'isométrie, la transformée de Fourier qui, au départ, était définie dans S, on va l'étendre à l'adhérence de S, c'est-à-dire à tout l'espace L2. D'accord ? Donc, la transformée de Fourier sur L2 est obtenue par extension d'une isométrie sur un ensemble qui est dense dans L2. Si on a deux fonctions de L2, on a donc la propriété d'isométrie qui est vérifiée ici. Et en fait, il se trouve qu'on arrive aussi à montrer que la transformée de Fourier conjuguée, la transformée de Fourier de f, donc ça c'est notre théorème d'inversion dans le cadre L2. On connaissait les trois théorèmes d'inversion dans le cadre L1. Ici, c'est pour des fonctions de L2. Donc la transformée de Fourier conjuguée de la transformée de Fourier de f, c'est f. N'est pas partout, mais seulement presque partout. Parce qu'on part de fonctions en plus qui ne sont pas nécessairement continues, on a des fonctions dans L2. D'accord ? Donc la transformée de Fourier inverse est finalement la transformée de Fourier conjuguée. Alors,
j'ai pas dit ce que c'était que S, hein. Donc là, il y a un gros warning, hein. Donc là, c'est gros warning. Donc S n'est pas défini. Donc on va le définir. Avant de définir S, on va définir ce que c'est qu'une fonction à décroissance rapide. À décroissance rapide, ça veut dire que, grosso modo, au voisinage de l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini ou x tend vers moins l'infini, f est un petit taux d'un polynôme. C'est-à-dire f de x multiplié par x puissance k, quel que soit k, quel que soit le monôme k, x, quel que soit le degré x puissance k, ça tend vers 0. D'accord? Donc il va décroître plus vite que n'importe quel polynôme en plus l'infini ou en moins l'infini. Par exemple, on arrive à montrer que ça, c'est la décroissance rapide, exponentielle de moins x2. Ben oui, ça va plus vite que n'importe quel polynôme. Là, j'ai besoin quand même de faire attention en plus l'infini. Donc là, il faut des valeurs absolues de x. Pas de problème en 0. Et puis là, je mets ici. Donc là, la fonction en fait qui est ici, c'est... Vous ne le voyez pas très bien, hein, c'est parce que j'ai griffonné un peu dessus. C'est valeur absolue de x plus 1, exponentielle de moins, valeur absolue de x. Okay, donc ça, c'est la décroissance rapide. Bon, maintenant, ce qu'on appelle espace de Schwartz, c'est des fonctions qui sont carrément si infinies, donc on peut les dériver à n'importe quel ordre, et non seulement f est à décroissance rapide, mais aussi sa dérivée seconde, sa dérivée troisième, et toutes ses dérivées en fait. Donc une fonction qui est, par exemple, de classe C infini à support compact, c'est-à-dire que c'est nul en dehors d'un compact, ben, ça va aller plus vite vers 0 que n'importe quel polynôme à n'importe quel ordre avec toutes ses dérivées, puisqu'en fait la fonction f est nulle en dehors d'un compact. Donc elle va plus vite à 0 que n'importe quel polynôme, n'importe quelle fonction même, puisqu'elle est nulle en dehors du compact. Pour f, et aussi pour toutes ses dérivées, si f est nul en dehors du compact, toutes ses dérivées sont nulles en dehors du compact. Donc là, sur S, on a une notion de convergence, qui est de dire que f indice n, en tant que fonction de S, va converger vers 0, si et seulement si, eh bien, pour tout P et Q, c'est-à-dire pour tout monôme xp et pour toute dérivée f indice n, dérivée qm de x, on a la convergence vers 0 de ça, de sub sur x, qui est rien d'autre en fait que la norme infinie. Tout ça, c'est simplement la norme infinie de x puissance p, f, n, dérivée qm de x. D'accord? Donc, c'est une norme infinie. Donc, le résultat important pour S est le suivant, c'est que, effectivement, S, c'est un opérateur, enfin, application qui a un élément f de S associe sa transformée de Fourier, eh bien, c'est une opération qui est linéaire, qui part de S et qui arrive dans S. Et en fait, si la suite f indice n qui est continue, si la suite f indice n tend vers 0 dans S, alors la suite f indice n tilde tend aussi vers 0 dans F. D'accord? Donc la réciproque aussi, en fait, elle est non seulement continue, mais bicontinue, c'est-à-dire que sa réciproque est aussi continue, et son inverse, c'est la transformée de Fourier conjuguée. Donc f-1, la transformée de Fourier inverse, c'est la transformée de Fourier conjuguée. Bien, on passe au dernier chapitre, à la dernière section de ce chapitre, et dans cette section, on va définir ce que c'est qu'un produit de convolution. Donc, si on a deux fonctions f et g, on va construire une autre fonction à partir de ces deux fonctions. Donc, un produit de convolution de fonctions, c'est une fonction, telle que pour tout x, h de x, c'est l'intégrale de f de t, g de x moins t dt. Donc, on intègre par rapport à t une fonction qui est dépendante de x, à travers le x qui est ici, là. Donc, j'intègre cette fonction-là par rapport à t, et j'obtiens donc une fonction qui est h de x. Donc partout où évidemment c'est défini,
Et par exemple, si vous avez deux fonctions f et g, mettons, qui admettent des transformés de Fourier, tels que leur produit de convolution existe et dans L1, alors à ce moment-là, on a la transformée de Fourier d'un produit de convolution, c'est le produit des transformés de Fourier. Donc produit de convolution est transformé devient par transformé de Fourier produit de fonction. Là, c'est un produit de fonction. On met le produit de ces deux fonctions-là. D'accord ? On écrit comme ça de façon abrégée. Là, je vois transformé de Fourier d'un produit de convolution. Parce qu'en fait, ça, c'est ce qu'on appelle f, produit de convolution entre f et g de x. Donc, transformé de Fourier d'un produit de convolution, c'est le produit des transformés de Fourier. De même, lorsque ces expressions sont définies, on a le transformé de Fourier d'un produit de fonction, c'est le produit de convolution des transformés de Fourier. Donc là, on a transformé de Fourier d'un produit de fonction, c'est le point, c'est le produit de convolution avec l'étoile des transformés de Fourier. Donc plus précisément, donc ça c'est, vous pouvez regarder la preuve, hein, c'est quelque chose qu'on fera de toute façon en TD. Il y a une petite preuve très simple à faire. Et ça aussi, c'est un exercice qu'on verra en TD, qui est de dire que, en fait, quand vous faites le produit de convolution de la fonction porte avec lui-même, vous obtenez une fonction qui, comme une fonction pyramide, là, que du coup, sa transformée de Fourier, c'est la transformée de Fourier d'un produit de convolution, c'est le produit de transformée de Fourier. Donc, comme la transformée de Fourier d'une fonction porte, c'est un sinus cardinal, ici, on a un sinus cardinal fois sinus cardinal, donc sinus de cardinal au carré. Et je termine par ce théorème-là sur les produits de convolution. Donc il faut savoir si jamais vous avez à utiliser une propriété sur les produits de convolution, allez chercher cette proposition qui est en fin de chapitre, qui est la dernière proposition du chapitre, et qui vous donne en fait toutes les propriétés que vous avez à savoir sur le produit de convolution. À savoir que si vous avez f et g qui sont dans L1, donc excusez-moi, c'est pas avec ça que je voulais surligner, mais avec ça. Donc si f et g qui sont dans L1, alors une propriété que je peux vous dire, mais qu'on verra en TD, f étoile g appartient à L1 aussi, et la transformée de Fourier de f étoile g, c'est le produit des transformées de Fourier. Si maintenant f et g sont dans L1 et que... donc ça, pardon, ça on le sait déjà. Ah non, on ne le sait pas. Si f et g sont dans L1 et que f tilde et g tilde sont dans L1, à ce moment-là, lorsque j'ai fait le produit de convolution de f tilde et de g tilde, ça me donne la transformée de Fourier de f fois g. D'accord ? Et puis là, vous avez d'autres variantes avec L2 ici. Et là, on a un qui est dans L1 et l'autre qui est dans L2. Donc il y a deux petites variantes avec lorsqu'on va mélanger L1 et L2. D'accord ? Voilà, eh bien écoutez, on a terminé pour ce chapitre des transformés de Fourier, donc on va revoir un petit peu rapidement les choses à retenir du cours d'aujourd'hui. Donc la transformée de Fourier dans L1, le lemme de Riemann-Lebesgue qui nous dit qu'une transformée de Fourier, en fait, d'une fonction de L1 tend vers 0 lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Différents théorèmes qui permettent d'inverser la transformée de Fourier, donc sur L1, vous avez 3 théorèmes, et sur L2, vous avez un théorème principal, mais qui donne une inversion presque partout. Diverses propriétés sur la transformée de Fourier L1, notamment le lien entre rapidité de décroissance de f et régularité de f tilde, et réciproquement, régularité voulant dire jusqu'à quand on peut dériver, jusqu'à combien de fois on peut dériver notre fonction transformée de Fourier ou la fonction f. L'espace de Schwartz, Laurent Schwartz, qui est un mathématicien français qui a inventé la théorie des distributions en 1945 et qui est décédé, je pense, au début des années 2000. Donc vraiment, ça nous mène jusqu'à quasiment maintenant. Donc l'espace de Schwartz avec donc la transformée de Fourier
d'un élément de l'espace de Schwarz vers S. Et cet espace de Schwarz est dense dans L2 et ça va permettre de définir par extension d'une isométrie de définition S vers son adhérence qui est L2. Donc ça va permettre de définir la transformée de Fourier sur L2. Et puis, bien sûr, les formules pour la transformée de Fourier d'une fonction dans L2 et pas dans L1, et une propriété qui concerne les produits de convolution, qui nous dit que la transformée de Fourier d'un produit de convolution, c'est le produit de fonction des transformées de Fourier, et réciproquement, la transformée de Fourier d'un produit de fonction, c'est le produit de convolution des transformées de Fourier. Voilà. Eh bien, on en a fini pour aujourd'hui. Donc c'était un chapitre un petit peu copieux, mais qui normalement se répartit en plusieurs séances. Voilà, merci de votre attention et je vous dis à très bientôt pour le prochain et dernier cours.